Merci Fatimata. Effectivement, favoriser l'autonomisation des femmes. On en parle avec mes trois invités réunis autour du projet Gender Flagship. Dilek Elveren, bonjour. Bonjour. Elveren, vous êtes chef de projet, experte principale pour Expertise France sur ce projet. Merci d'être avec nous. Siamak Aga Babaye, vous êtes premier adjoint à la mairie de Strasbourg, vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg, chargé des finances. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. And finally, with you, Cristina Agoriza, you're Policy Officer of the General Secretariat for Equality Et enfin, Cristina Agoriza, vous êtes responsable des politiques au secrétariat général pour l'égalité et les droits de l'homme, ministère de la cohésion sociale et de la famille de Grèce, qui, je tiens à le mentionner, est l'un des partenaires historiques d'Expertise France. Pour l'anecdote, je vais commencer par vous, Cristina. Lors de la préparation de cet entretien, vous m'avez dit que l'objectif principal du programme Gender Flagship dans votre pays, la Grèce, était d'activer une disposition dans l'une de vos lois nationales traitant de la budgétisation sensible au genre et de l'évaluation de l'impact selon le genre dans l'administration publique. Comment ça s'est-il passé jusqu'à présent? Je vais parler en anglais, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a une loi en Grèce pour institutionnaliser l'égalité hommes-femmes. Alors, nous avons le soutien de la Commission européenne et de ses instruments techniques. Des campagnes de sensibilisation ont été menées et on a établi des formations spéciales dans ce domaine. Je suis fière de dire qu'aujourd'hui, nous travaillons sur une extension du Gender Flagship Project en Grèce. Mais nous savons que l'égalité homme-femme, cela prend du temps, donc il faut être patient. Nous avons la volonté politique et nous avançons doucement mais sûrement. Donc la sensibilisation est faite, des progrès ont été effectués, mais vous avez encore du chemin à parcourir pour atteindre vos objectifs. Avant cette émission, Dilek Elveren, je rappelle que vous êtes la chef de projet Expertise France, vous m'avez dit, je vous cite, un budget n'est jamais neutre. Qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les conséquences d'une telle affirmation ? Tout d'abord, je vous remercie de m'accorder la parole. En effet, un budget n'est jamais neutre parce qu'il reflète les priorités politiques, sociales, économiques d'un gouvernement. Et en fait, ces priorités, elles affectent différemment les hommes et les femmes en fonction de leurs besoins spécifiques. Un budget peut tout à fait aggraver des inégalités existantes. Donc, dans le cadre de notre projet Gender Flagship, soutenu par la Commission européenne, nous accompagnons, nous outillons les responsables d'administration publique dans 9 États membres de l'Union européenne pour leur permettre d'intégrer ces spécificités, ces sexospécificités, cette perspective de genre dans l'élaboration des politiques et des budgets. Et c'est très important parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, les investissements en matière d'infrastructure ou de transport affectent particulièrement les femmes parce que les femmes sont plus dépendantes des transports publics, par exemple, ou sont confrontées à des risques de sécurité dans l'espace public. Donc la budgétisation sensible au genre est un outil, est un levier assez puissant pour permettre une meilleure répartition des ressources publiques. Avec vous, Siamak, on a commencé par élargir dans notre conversation préparatoire la focale pour s'accorder sur cette idée qu'à l'échelle du monde, en ce moment, la notion même d'égalité subit un recul par endroits. Et donc vous affirmez la chose suivante, que c'est par les territoires, le local, que le renouveau démocratique et ses corollaires, ses outils, et donc la lutte pour l'égalité va passer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, parce que c'est à l'échelle locale où des actions concrètes au plus près des habitantes et des habitants peuvent voir le jour. Et comme le disait Dilek, on se rend compte que à partir du moment où le constat est posé que dépenser de l'argent d'une manière ou sur un projet a des effets sur l'ensemble de la population et ça peut aggraver ou pas les questions d'égalité. Ça veut dire que nous avons le choix, ça veut dire que nous maîtrisons les choses et que nous ne sommes pas à la merci d'une fatalité, d'une société qui serait tout le temps inégalitaire. Et je pense que dans le temps qui est le nôtre aujourd'hui, qui est un temps où les discours inégalitaires, où les discours de domination traversent le monde et peuvent paraître pour certaines et certains un peu désirables,
on peut le dire. Il faut que nous fassions un travail inverse à l'échelle des territoires et montrer les choses par l'exemple. Montrer que ça marche, que si vous investissez sur l'égalité, eh ben vous avez une ville et un environnement, un quartier plus heureux. Si vos rues sont plus sûres et que tout le monde peut les pratiquer, si vos transports en commun sont des transports en commun de qualité, si vos logements et les abords sont réfléchis par un urbanisme sensible au genre, si l'accès au sport est ouvert de manière égale aux garçons et aux filles, si les cours des écoles permettent pas juste de pratiquer le foot, mais permettent à toutes et tous à être au centre de la cour et pas à la périphérie, la société que vous fabriquez est une société différente. Quand l'État-nation déçoit, parfois sans remettre effectivement aux territoires sur lesquels on peut effectivement parfois compter. Christina, I know that one of the aspects of the Gender Flagship Program that you... Christina, je sais que l'un des aspects de votre programme est qu'il s'agit d'un programme multi-pays. Quelle est la valeur ajoutée de votre projet promouvant justement un programme multi-pays? Bien, ce que nous trouvons très unique, c'est que justement nous adressons à un large éventail de bénéficiaires. Nous avons différentes sessions de formation qui sont organisées. Et puis d'un autre côté, il y a une phase bien spécifique qui est adaptée aux besoins nationaux des pays bénéficiaires. Donc par le biais de ce projet, il y a des personnes qui viennent de contextes nationaux différents, mais qui peuvent justement bénéficier du programme. Et ça a été une grande valeur ajoutée pour nous. Donc, pour vous donner un exemple très concret, nous nous sommes rendus au Canada et c'était une visite très intéressante parce qu'en tant que participants, nous avons vu vraiment un aspect très différent, une vision différente de la vision européenne. Un aspect très contrasté, oui, je vois. J'allais dire des parties cardinales de la philosophie que vous déployez à l'échelle de la métropole de Strasbourg, c'est aussi cette idée qu'ici on est en train de parler d'égalité. Un autre gros combat, c'est l'écologie. Et il ne faut pas penser que ces deux notions sont mutuellement exclusives. On peut les conjuguer ensemble. Oui. Expliquez-nous. Tout à fait, et je m'en suis rendu compte lors d'une des réunions qu'on avait avec les autres partenaires du projet Gender Flagship, c'était le fait que les questions climatiques, parfois, par l'importance budgétaire qu'on y met, peuvent invisibiliser les questions d'égalité. Et on peut des fois aussi dire que investir sur le climat est neutre parce que de toute façon ça concerne les générations futures et le futur de la planète. Conjuguer les questions d'égalité, les questions de lutte contre le dérèglement climatique, et j'ajouterais d'autres piliers, les questions démocratiques, les questions des droits humains. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle dans les études de genre une approche intersectionnelle, et je pense que c'est une approche qui est complète parce que ça permet de ne pas avoir d'angle mort. Et en fait, nous avons besoin de politiques publiques qui non seulement peuvent avoir une vision globale, mais peuvent accorder singulièrement une attention aux unes et aux autres sur nos territoires. Siamak Aga Babay, merci infiniment. Dilek Elveren, merci aussi à vous. Et Christina Agoriza Efharisto, thank you so much to all three of you. Fatimata, je crois que merci vous allez beaucoup à nos trois invités. Fatimata, avec vos invités sur vous allez scène, poursuivre. Je vous passe donc la main. Merci Gallagher pour à nouveau cette conversation passionnante avec ces projets illustrant justement l'action d'Expertise France sur le terrain. Et on poursuit avec ce panel sur l'autonomisation des femmes qui est un enjeu, vous le savez, fondamental pour un développement durable et inclusif. Avec deux panélistes, Mayra Jiménez, ministre du droit des femmes de la République dominicaine. Benvenuda, gracias. Voilà, mon espagnol s'arrête là. Constance Rivière, directrice générale du Palais de la Porte Dorée. Merci également à vous d'être là. Alors, Maria Jiménez, dites-nous quelles sont les principales initiatives mises en place par votre ministère pour favoriser l'autonomisation économique des femmes en République dominicaine. Muchas gracias y felicitaciones a Expertise France. Merci et bon anniversaire à Expertise France. Félicitations pour ces 10 ans au cours desquels Expertise France a déjà beaucoup fait pour l'inclusion et pour le mieux vivre des populations. Alors, nous,
au gouvernement de la République dominicaine et au sein de mon ministère, nous sommes partis du constat que ces inégalités répondent en fait à des inégalités structurelles qui sont présentes dans l'ensemble de la société, aussi bien dans la sphère publique que dans le secteur privé. Et donc, nous avons centré nos stratégies sur une offre plus importante d'opportunités pour que les femmes puissent avoir, par exemple, accès plus facilement à des crédits pour leur entrepreneuriat et leur PME, mais également des grandes entreprises. Et puis, nous avons également garanti que dans l'ensemble de la politique publique de construction et de reconstruction des logements, les femmes seraient les principales bénéficiaires, parce que c'est quelque chose de particulièrement important dans nos pays, tout particulièrement, de pouvoir assurer un toit à ces femmes. Dans le cadre du programme de logement, nous avons donc accordé des primes spéciales et des subventions particulières spécifiquement aux femmes célibataires avec des enfants, aux femmes qui ont subi des situations de violence ou qui continuent d'en subir, qui vivent une situation de handicap ou qui ont des personnes handicapées à leur charge. Et donc, nous avons également insisté sur le caractère transversal de l'approche de genre dans l'ensemble des politiques publiques. Et pour ce faire, nous avons créé 107 unités de genre, d'égalité de genre, donc dans toutes les strates de l'État. Et cela permet de garantir que dès la conception et jusqu'à la mise en œuvre, toutes les politiques publiques tiennent compte de la femme et placent la femme au cœur de toutes les actions. Nous travaillons également sur une politique nationale du care qui place le care qui fait du care plutôt un droit et qui est une manière de garantir que les femmes qui, historiquement, dans le pays, se sont toujours attachées à prendre soin des autres, eh bien, justement, puissent libérer du temps pour s'occuper d'autres choses comme l'accès au marché du travail. Et parfois, nous ne pouvons pas donc rechercher un emploi parce que nous prenons soin de quelqu'un. Nous avons également travaillé en douceur dans le cadre d'un PPP sur une politique pour combler les fossés de salaire, de genre, une plus grande inclusion des femmes à des postes importants qui ont toujours été occupés par les hommes. Rivière, vous avez souligné, merci Madame la Ministre, Constance Rivière, vous avez souligné par le passé, et même en parlant, en préparant cet entretien, le paradoxe d'une injonction descendante à l'autonomisation des femmes, de faire attention, qui peut parfois produire un effet de rejet. Comment concilier action publique et respect de la parole des premières concernées ? En réalité, le point de départ de cet échange qu'on a eu pour préparer, c'est le terme d'autonomisation que je trouve toujours un peu surprenant. Et je suis allée regarder, du coup, après dans le dictionnaire, comment on définit l'autonomisation. Et donc, l'autonomisation, c'est le processus par lequel une personne acquiert la capacité de se gouverner par ses propres moyens sans dépendre de l'aide ou du contrôle extérieur. Exemple, autonomiser un enfant. Alors, à 10 ans, c'est peut-être, mais c'est une autre histoire, le moment d'autonomiser Expertise France. En revanche, admettons que les femmes ne sont peut-être pas des enfants et que la question centrale, c'est pas tellement de savoir ce que sont les moyens à donner pour que les femmes aient leur liberté, mais comment est-ce qu'on garantit les droits des femmes? Et je pense qu'une des premières choses, et vous l'avez dit, absolument décisive, c'est que les femmes aient du pouvoir, parce que pour faire progresser les droits des femmes, on ne fera jamais sans que les principales concernées puissent
prendre les décisions, les mettre en œuvre et aussi identifier les sujets sur lesquels il y a vraiment des progrès à faire. Je ne crois pas que sur le domaine de la santé qui a été évoqué juste avant, sur la question de l'endométriose par exemple, s'il n'y a pas des femmes qui sont en position de pouvoir et de prendre des décisions, il n'y a rien qui se passe et c'est la première étape. Mais après, il y a plein d'autres choses à dire. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à dire. On a dit que c'était structurel. Madame la ministre, comment votre pays, donc la République dominicaine, travaille à éliminer les barrières légales et culturelles? On a parlé un peu de la culture, mais légale. Constance Rivière parle de ça. Comment est-ce qu'on investit le champ politique et on arrive à éliminer ces barrières légales? Bueno, en materia de avance de los derechos humanos de las mujeres. Alors, s'agissant des droits des femmes et du progrès en matière de droits des femmes, il y a de nombreux enjeux et au sein du ministère de la Femme, nous avons travaillé à l'identification de 27 initiatives, projets de loi pour justement élargir ce cadre juridique. On parle de lois qui sont liées au CARE, comme je le disais. Nous souhaitons que le CARE fasse partie du socle de protection sociale dans le pays. Un projet de loi également pour lutter contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales. Et nous avançons vraiment fortement en matière de prévention, de réparation et de sanctions, mais également en matière de gouvernance du système. Et puis, il y a tout un ensemble de règles et de conventions internationales qui sont liées aux droits humains des femmes. Alors, ça n'est pas chose facile en Amérique latine. On est toujours très bon pour adopter des lois, mais ensuite, pour les mettre en œuvre et les faire respecter, ça, c'est plus compliqué. Mais vraiment, j'ai ce message important. Je pense que le fait d'avoir un cadre robuste, solide, un cadre juridique robuste et solide dans notre pays, c'est important. L'un des gros enjeux, c'est renforcer justement l'institutionnalité pour l'égalité, c'est-à-dire garantir que l'État, dans le cadre des politiques publiques, soit présent et agisse de façon importante. Et justement, c'est là qu'entre Expertise France, qui nous permet de renforcer nos mécanismes institutionnels pour faire progresser les droits des femmes. Merci Madame la Ministre, mais sachez que ce n'est pas que dans votre pays ou ni en Amérique latine qu'on a du mal à transformer les lois en action. Merci infiniment. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Gracias. On va passer à...